Le 6 décembre 1982, une bombe d'une origine inconnue explose dans la ville de Tokyo. S'ensuit alors la Troisième Guerre mondiale. Et quelques cases plus loin, on se retrouve 38 ans plus tard, AD 2019, Néo-Tokyo, avec une vue satellite sur la nouvelle capitale japonaise. Et tout justement, en 2019, on y est. Et donc j'ai décidé de faire une petite analyse sur l'œuvre culte de Katsuhiro Otomo, Akira. Mais avant toute chose, je pense qu'il est intéressant de nous mettre dans le contexte, dans la situation. Hein, revoir un peu la chronologie, car même si donc Akira a vu le jour en fin de l'année 82, Otomo a commencé à dessiner en 71. Plus précisément, le 30 décembre 1971, il sort sa première BD, on va dire, son premier court récit, Machiuri no Shoujo. En fait, c'est une œuvre qui n'a jamais été publiée. Et à partir de là, donc, depuis fin décembre 71 jusqu'à fin décembre 82, on a 11 années où Otomo va s'acharner à dessiner, et à dessiner, et à dessiner. Une production affolante qui va accumuler donc sur 9 ans, hein, car en fait Otomo a été édité pour la première fois en 73, donc de 73 à 82, ça fait 9 ans. Il va pondre 2700 planches. Et rien que durant l'année 80, il en fera 553, ce qui est vraiment énorme. Otomo est un auteur très très prolifique et productif. Il va s'attarder à différentes formes narratives, en usant de l'humour noir, comme il aimait beaucoup à l'époque. Il va se pencher un peu dans des histoires de sport, avec du baseball. Il s'attardera sur la psychologie. Hein. Otomo est un auteur très friand, hein, de psychologie. Il se permettra même de nous raconter sa rencontre du troisième type. Il va parler de survie, bien sûr, hein, de la manière la plus horrible et la plus gore qui puisse exister. La déchéance, bien sûr, avec ses loques, ses cloches. Le drame familial, hein, des récits sur l'incompréhensible, totalement. Des aventures souterraines où les jeunes en sont les héros. Des épopées qui n'ont rien à envier à l'Odyssée d'Homère. La guerre dans toute sa cruauté et sa splendeur. L'absurde, bien sûr, toujours. Et donc, durant ces 9 années, Otomo va élaborer son style. Hein. Il va l'améliorer, il va le peaufiner. Il va passer d'un criminel néophyte, tel qu'on peut le voir dans Boogie Woogie Waltz en avril 74, jusqu'à un samouraï raffiné, hein, tel qu'il nous apparaît dans le 6e tome de Kibun wa Mosenso, paru en décembre 80. Et donc, durant cette période, il va s'intéresser à tout type de récits, hein, des récits d'inclusion, hein, qui feront plusieurs centaines de pages, des récits pour enfants, très courtes, de 2, 3, 4, 5 pages, des rêves d'enfants, bien sûr, hein, qui vont sublimer sa carrière, des récits de science-fiction, des récits prophétiques, hein, dans l'attente du Messie, et tout ça avec une maîtrise parfaite de la couleur, du clair-obscur dans toute sa splendeur, du cadrage à la Ozu, de la perspective, avec une présence parfois étourdissante du silence et de la solitude. Mais il saura aussi nous faire survoler, hein, les grands espaces. Et toutes ces comptines, donc, Otomo les mettrait en image en faisant un usage raffiné du détail. Que dis-je? En faisant un usage maniaco-dépressif du détail, à nous obliger à rester scotchés durant des minutes entières face à une seule illustration. Comme cette fameuse planche qui servit de couverture au recueil de récits Good Weather sorti en mars 81, qui demanda 2 mois et demi à Otomo afin d'être élaboré. Voilà. Donc pendant ces 11 années, Otomo a progressé, bien sûr. Il s'est amélioré. C'est devenu un auteur reconnu. Un auteur sollicité aussi, hein, par différents auteurs de romans ou de musiciens. Un auteur respecté et apprécié. Hein. Fin 83 d'ailleurs, Domu recevra le prix de la meilleure œuvre SF. Donc durant toute cette période,
Otomo aurait élaboré en gros 150 récits, on va dire, qui faisaient tous entre 2 et 50 planches. En règle générale, c'est des histoires courtes d'une vingtaine de pages. En fait, seul Fireball, sorti en janvier 79 dans Action Drax, faisait 50 planches. Et donc, à côté de ces courts-métrages, on va dire courts récits, il a donc écrit 6 œuvres un peu plus longues, on va dire. Et la première, c'est Sayonara Nippon, qui est donc paru de août 77 à février 78, et donc en fait qui s'étalait donc sur 5 chapitres et 116 pages. Le manga d'ailleurs sortira le 16 juillet 1980. Ensuite, il y a eu Seijiga Machini Yateikiru, hein, paru durant le mois de mai 79. Pareil, qui s'étalait sur 4 chapitres et 78 planches. Lui aussi inclus dans le manga final Sayonara Nippon. Ensuite, il y a eu G, qui fut donc la première collaboration d'Otomo avec un écrivain. En l'occurrence ici, Nobuyuki Shirayama. Donc G est en fait les 4 chapitres donc de G sont sortis en août 79 et totalisent 75 planches. Ensuite, il y a eu Domu, hein, qui s'étale donc pareil sur 4 chapitres de janvier 80 à juillet 80 et totalise 136 planches. Le manga sortira le 18 août 83. Ensuite, une deuxième collaboration, cette fois-ci avec Toshihige Yaagi, donc Kibu Wanmo Senso, donc un long récit de guerre, on va dire, qui fera plus de 300 planches, 315 pages pour être précis, avec une douzaine de chapitres. Le manga final sortira le 24 janvier 1982. Et enfin, Apple Paradise, donc qui n'a jamais été publié. Il est paru dans le magazine Manga Kisotenkai en septembre 81, s'étale sur 120 planches. Voilà, donc je pense durant le mois de décembre 1982, hein, quand Otomo commence à élaborer Akira, je ne pense pas qu'il était chaud pour une aventure de 2200 planches. Il était plutôt partant pour un petit récit SF entre guillemets, voilà, de 200 pages, 250 pages, mais il s'est très vite embringué dans quelque chose d'incontrôlable. Et il va l'assumer. Il va l'assumer sur quasiment 8 années. Quand Otomo commença à écrire Akira, il souhaitait raconter l'histoire d'une bande d'adolescents confrontés à un problème qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et donc, dès les premières planches, juste après l'explosion de 82, lorsqu'on se retrouve en 2019, il est important de préciser que la majeure partie du récit Akira se déroule en 2020. Cependant, il s'amorce en 2019. Otomo dépeint une escouade de motards se rendant dans la vieille ville. Et un plan aérien nous révèle alors une métropole coupée en deux. À l'horizon, Néo-Tokyo, moderne, rayonnante, surchargée. Au premier plan, l'ancienne ville, obscure, détruite, en ruine. Le tout relié par une autoroute délabrée, une artère synaptique inusitée. Dès le début, donc, la mise en scène est aérée. Les planches contiennent 4 voire 5 cases. Otomo joue avec la lumière et le halo des phares. Il use de la trame et du noir profond. Les onomatopées du vacarme des motos occupent une grande place. Les lignes de vitesse sont présentes, mais de façon timide. La sensation de vélocité est plutôt amplifiée par une perspective en contre-plongée et par un passage rapide d'un plan large à un plan serré. Mais subitement, la course doit s'arrêter. La bande fait alors face au cratère causé par la première déflagration de 82. Kaneda ôte son casque. C'est d'ailleurs le premier visage qui nous est divulgué. Le regard sûr, petit sourire, trame légère pour ombrager sa belle gueule. S'ensuivront les portraits du reste de la troupe, notamment Yamagata et Tetsuo, ce dernier dévoilant, lui, un regard affecté. La discussion entre ces jeunes s'éparpille sur 8 cases, permettant ainsi de donner la parole à tout le monde. Mais très vite, il faut repartir. Et Kaneda, là aussi, lance le coup d'envoi. Démarrage sur les chapeaux de roue. Vrombissement en cadrage incliné. Tetsuo, par une subite accélération, prend la tête du cortège. Et soudainement, dans l'épaisseur marbrée de la nuit, ses phares illuminent une silhouette. Takashi,
ou numéro 26, comme le mentionne sa paume droite. L'accident est inévitable, et le jeune se fait littéralement éjecter de sa moto. La posture de Takashi face à la noirceur des flammes nous révèle sans doute possible la violence de l'explosion. Tetsuo est à terre, en sang. Il est secouru par ses amis, sauf Kaneda, qui lui fonce droit sur le numéro 26. Ici, et de façon précoce, nous sommes témoins d'un caractère fondamental de Kaneda. Ce dernier n'a pas un rôle de protecteur, mais celui de justicier. Il ne se soucie guère de la santé de ses compagnons. Il préfère régler ses comptes à ceux qu'il juge comme étant coupables. Ce trait de caractère est important, et j'y reviendrai par la suite, car Otomo va jouer avec lui jusqu'à la fin de la saga, pour le détourner de la manière la plus magistrale possible. Kaneda, donc, stupéfait, se retrouve face à Takashi, enfant à la tête de vieillard, et le voit disparaître par fondu enchaîné. La police ou l'armée pointent leur nez. Tetsuo est toujours au sol, inerte. Il devra être conduit à l'hôpital. Et le premier épisode s'arrête là, sous le regard interrogatif de Kaneda, qui, dès le début, se retrouve confronté à une situation qu'il ne peut comprendre. Comme pour contraster avec la scène nocturne de la veille, l'internat nous est ici présenté sous une certaine candeur. L'arrière-plan, surchargé de gratte-ciel, montre que nous nous trouvons en marge du bouillonnement économique de Néo-Tokyo. À l'intérieur, des jeunes déambulent, certains sont accroupis, tout paraît insalubre, contrairement au bureau du proviseur, parsemé de détails croustillants, où même la moquette semble respirer l'ordre et la fraîcheur. Leçons de morale, réprimandes évidentes, vision intrigante de la société. Le parallélisme entre le visage endurci, strié et stressé du directeur avec celui plutôt doux, innocent et indifférent des ados est assez burlesque. Le trait d'Otomo n'est pas encore à maturité, mais reste très efficace. La scène où le prof de gym se défoule contre les mineurs est d'une efficience exemplaire. On y note, sur une seule case, la souffrance des adolescents à terre, la soumission de ceux qui attendent leur tour, la jubilation du prof en action. Le tout sous les yeux de deux observateurs en arrière-plan qui jouissent pleinement du cirque ici présent. D'ailleurs, cet aparté au sein de l'école est surtout là pour dépeindre l'état d'âme de Néo-Tokyo. Une société divisée, conflictuelle, incomprise, où cohabitent deux générations, l'une ayant connu la guerre et l'autre devant assumer les conséquences de cette dernière. Néo-Tokyo, enfin, nous est dévoilé sous un angle attrayant, une ville plongeante et nocturne qui nous sublime toute sa modernité. Mais très vite, dès que l'on se place à hauteur d'homme, les ruelles grouillent de personnes solitaires et nonchalantes, pas mal sont accroupies, avachis par la décadence, les trottoirs sont crasseux. On retrouve alors Kaneda, gobant une amphétamine, s'incrustant chez Harukiya pour y rejoindre ses potes. L'entrée au bar se fait en contre-plongée, on imagine la musique, l'ambiance déjantée. Un mecton se défoule sur une borne arcade en 2019, décidément. Otomo et sa nostalgie du futur. S'ensuivent 9 cases, cadençant la rythmique du dialogue qui occupe les jeunes, préoccupés pour Tetsuo. Tout semble s'estomper dans un silence à la vue du visage de Ryu, noyé dans la pénombre, regard inquisiteur, appâtant, celui du reste de la bande. C'est alors que Kei fait son entrée. Otomo usera d'une demi-planche pour nous présenter son arrivée, pour nous dévoiler ce personnage capital de la saga, ce personnage central, sûrement le personnage principal, un personnage profondément féminin, profondément japonais, aux pupilles hypnotisantes. Et pour contrebalancer ce moment de stupeur, une nouvelle page, chargée de 9 cases encore une fois, résume l'irrévérence de Kaneda, qui se fera remballer par Ryu. S'ensuit une course-poursuite dans la ville. Jeu de lumières et de vitesse. Passage d'une nitescence pénétrante et concentrique à une obscurité viscérale et magnétique. Cadrage serré et cinématographique. Vue panoramique sur le visage de Takashi pour apaiser la cadence. Mais quand Yamagata se casse la figure et s'ensanglante la main, là aussi, on retrouve un Kaneda totalement indifférent aux infortunes de son ami, mais plutôt soucieux de régler ses comptes avec le numéro 26. La scène urbaine où les jeunes taquinent le mutant est légèrement tramée, mais suffisamment pour faire ressortir toute la clarté de Takashi lorsqu'il commence à manifester son pouvoir. L'explosion de la vitrine est impactante, combinant à merveille la voracité du souffle émis au statisme de l'instinct. Des arrêts sur image que Katsuhiro maîtrise à la perfection,
offrant un cocktail d'émotions au lecteur, l'obligeant à s'ébahir face à la beauté de son trait. D'ailleurs, l'ébahissement se fera grandissant, au vu des regards pétrifiés de Kaneda, Kai et Yamagata, lorsqu'une citerne d'eau leur tombera dessus, générant un incendie qui immobilisera les habitants du quartier. Cet incendie, visible depuis les cieux nocturnes de Néo-Tokyo, introduira, comme sait si bien le faire Otomo avec ses subtiles transitions, l'hélicoptère de l'armée. Tout de suite après, nous ferons alors connaissance d'un autre personnage central de l'œuvre, le colonel, bouffi, tracassé par cette absence prolongée de Takashi. Dans les airs comme sur terre, l'armée est très vite sur les lieux de l'incendie, et l'incompréhension devient manifeste aux yeux de Kaneda et sa bande. Durant quelques planches, Otomo va alterner les mises en scène, se concentrant à la fois sur Ryu, toujours en action et au regard plus que jamais perspicace, et sur Kaneda, noyé dans une foule désordonnée à la recherche de Kei pour trouver réponse à ses incompréhensions. Il sera promptement bloqué dans son élan par une paire de poitrines qui lui attribuera sans gêne aucune la taille d'un gamin de 10 ans. Face à face, Ryu observe Takashi, qui l'observe à son tour. Par ce jeu de cases, Otomo immerge littéralement le lecteur au cœur même de la scène, au cœur même de l'intrigue, jusqu'à ce que Kaneda pointe ses jambes en contre-plongée. Autre caractère flagrant de cet adolescent, c'est l'insouciance totale dont il fait preuve face aux événements qui l'entourent, cherchant désespérément à régler les comptes de numéro 26. Mais de nouveau, la cadence structurée des dialogues est interrompue par la lueur incandescente des projecteurs de l'armée qui intervient alors. Course échappatoire, coup de feu. Kaneda se retrouve coincé dans un cul-de-sac, admonesté par un soldat, et Kei fait son apparition, pointant son flingue sur le briscard. Mouvance de l'halogène, clarté qui ruisselle, photo laissant son empreinte rétinienne. C'est sur cette case même qu'Otomo va mettre en scène, pour la première fois, ce qui deviendra par la suite sa marque déposée, son style propre, son copyright. Ces faisceaux de lumière, combinés à la concentricité du trait, vont léguer à son œuvre un dynamisme et une force narrative sans précédent, qui, peut-être, jouera sur le succès initial d'Akira. Kei tire et tue le soldat, sous les yeux de Kaneda, qui, si on en croit sa stupeur, n'a jamais été témoin d'un tel acte criminel. Cadrage vigoureux et effréné dans des ruelles exiguës, dérapage contrôlé. Ryu, ne lâchant pas d'une poigne le bras droit de Takashi, tente d'échapper à l'armée. Coup de feu, bousculade au cœur d'une foule abasourdie, slalom entre les faisceaux de lumière. Ryu nous est ici présenté comme un personnage plutôt expérimenté, maîtrisant ses gestes et sa posture. D'ailleurs, et il est intéressant de faire cette parenthèse, lors des histoires courtes élaborées avant Akira, Otomo mettait souvent en scène des individus de type jeunes adultes, avec une petite moustache. Et ce dernier correspond parfaitement à ce type. Dès le début, donc, je pense qu'il était voué à avoir un protagonisme évident au sein du récit. Et la force de son trait nous le dévoile avec limpidité. Ryu déchire, il assure. Il assure tellement qu'il met en difficulté l'armée. Le colonel décide alors de faire appel à Masaru pour en terminer avec cette traque. Gigantesque jeu d'ombre sur numéro 26 en pleine crise. Jeu d'ombre concentrique dans une case claire et aérée pour émuler effervescence et suspense. Très concentrique dans une autre surchargée pour implanter la venue d'une situation inattendue. Otomo mélange les mises en scène pour donner rythme et poésie à sa narration. Il joue avec la force du regard et l'expressivité du contour des visages. Il se permet même une pause détente en esquissant une case cocasse dont l'objectif n'est que d'apaiser la tension. Mais l'apaisement n'est que de courte durée. Surtout lorsqu'on envoie un escadron de soldats mitraillés comme des sauvages le van qu'usent nos héros pour se faire la belle. Ici, devant une telle situation, on se rend vite compte que, dans ce Néo-Tokyo futuriste, les exécutions peuvent être sans appel. Nos héros, d'ailleurs, fiers de leur subterfuge, observent le spectacle de loin, depuis le canal d'évacuation. Takashi, semblant apparaître en négatif, serre les dents, frappe du poing, souffre de quelque chose qu'on ignore. Masaru entre en scène, visage crayonné par les projecteurs qui l'embrasent. Les pupilles de numéro 26 sont totalement dilatées. Sa figure, ponctuellement tramée, me fait penser, ne me demandez pas pourquoi, à celle de Cho-san dans Domu. Tout le monde est sur le qui-vive. Masaru nomme Takashi, révélant ainsi son prénom pour la première fois, à la grande surprise de Ryu et Kei. Il l'invite à rentrer en laissant paraître le numéro 27 sur sa paume droite.
En organisant l'évasion de numéro 26, Ryu pense avoir mis la main sur Akira, qu'il nommera d'ailleurs pour la première fois. Akira, titre de l'œuvre, entité parfaitement inconnue à ce niveau de l'histoire, prend tout doucement forme. Ce serait en fait un enfant. Mais ce n'est ni Takashi ni Masaru. Et Ryu reste perplexe sous l'expression faciale dominante du colonel qui souhaite apparemment préserver le secret. Les plantons, toujours bien armés, prennent le contrôle des lieux. Et Kaneda, dans un élan d'arrogance ma foi très manifeste, s'empare du flingue de Kei et éjecte Takashi au milieu du canal. Succession de planches chargées, au découpage oblique, pour nous présenter les dialogues du moment. Kaneda, voulant sauver sa peau et partir en paix. Takashi, en pleine crise, nécessitant ingurgiter un médicament, et le colonel ordonnant à Masaru d'entrer en action. Le tout sous la catalepsie déconcertante de Ryu, qui semble avoir subitement perdu de son protagonisme. Mais le regard vide et transparent de numéro 27 ne trompe pas. Il va bel et bien entrer en action, et commence alors à faire valser les eaux tourbes et pestilentielles du canal. Mais, suite à un geste inapproprié de Kaneda et sous la commotion générale, tout s'emballe et c'est le réseau d'évacuation dans son intégralité qui s'effondre. Panique totale. Kei et Ryu tentent de s'échapper. Les soldats ont du mal à garder leur équilibre. Masaru lance à Takashi ce fameux médicament, mais ce dernier tombe entre les doigts de Kaneda qui s'enfuit en courant. Après ces 6 pages, au découpage rapide et au cadrage alterné, où seuls quelques bruits de stupeur osaient accompagner le brouhaha de la destruction, Otomo nous pond une planche silencieuse et statique, à la convergence significative, mêlant harmonieusement les noirs et les blancs, afin de nous faire part, en un clin d'œil, du désarroi de l'armée, du sauvetage de Kei par Ryu, de la détresse et de la solitude de Takashi. La situation semble se calmer à la venue de l'hélicoptère. Les militaires se remettent de leurs émotions, et le colonel dénote un visage préoccupé par la disparition de cette fameuse capsule. Kaneda, quant à lui, totalement exténué par cette longue nuit, rentre seul. Les lendemains se montrent toujours aussi vifs et éclatants après ces agitations nocturnes. En contre-plongée, des pas sincères dans la cour de l'école. Tetsuo, pansement au front, regard affaibli, refait surface. On ne l'avait pas revu depuis l'accident avec Takashi. Dans l'amphithéâtre, les postures des élèves sont hilarantes. Beaucoup de visages sont soutenus par des mains fragiles. Certains paraissent complètement écrasés par la pesanteur. Des pieds jaillissent de part et d'autre. Certains jeunes conversent et beaucoup d'entre eux semblent noyés dans l'indifférence absolue. Aucune attention n'est portée au professeur. Yamagata lit le journal. Kaneda ausculte la gélule interceptée la veille. La relation conflictuelle entre prof et élève tourne à la dérision. Le laxisme est total. Kaneda quitte ce vacarme ambiant pour se rendre à l'infirmerie, endroit calme et studieux, foisonnant de détails, à l'odeur de chloroforme évidente. Ici travaille sa petite amie, qui le fournit aussi en extasie, jeune demoiselle de 10 ans son aînée. 3 planches, parfaitement structurées, nous dévoilent une liaison illégale et une histoire soupçonneuse de grossesse. Décidément, tout ceci peut paraître bien futile lorsque l'on contemple l'œuvre dans sa totalité. Cependant, je pense qu'au moment de l'écriture, cette scène devait avoir son importance, au vu de la station triste et affectée de cette jeune demoiselle. On ne connaîtra d'ailleurs jamais son prénom. Mais toute l'attention est maintenant portée sur Tetsuo. La trame de son blouson semble rehausser sa présence et sa fragilité. On dénote même chez Kaneda une joie sincère et profonde à le retrouver. Pour fêter ça, il faut aller s'éclater en ville. Kaneda retourne à l'infirmerie pour chercher des amphétamines et apprendre, par la même occasion, que le comprimé capturé la veille est d'une violence extraordinaire et qu'il contiendrait des substances non autorisées. Décidément, encore un mystère de plus pour Kaneda. Peut-être est-il important de le préciser, mais au début des années 80, 80% de la consommation mondiale d'amphétamines se fait au pays du soleil levant. En mettant en scène donc cette bande de jeunes drogués, Katsuhiro ne fait que dépeindre sa société du moment. Akira, en soi, n'est pas une œuvre de science-fiction. Ce n'est qu'une métaphore sociale, une estampe édulcorée d'un Japon en pleine mutation. Afin d'introduire la virée nocturne, Otomo signe une illustration d'une efficacité exemplaire. Bouche grande ouverte, pilule projetant son ombre névralgique, dentition détériorée, pilosité insalubre. Ce dessin, qui reste l'une des images emblématiques du manga, résume à elle seule toute l'effervescence et la déchéance qui secouent Neo Tokyo en cette fin d'année 2019.
On voit alors Kai et les autres avaler un comprimé. Tetsuo semble pensif et réticent, et le mugissement des moteurs domine à nouveau les cases, accompagnant cette jeunesse se ruant de plaisir vers les artères de la cité. Depuis les hauteurs du QG de l'armée, le colonel, posté face à une de baies vitrées surplombant la ville, discute avec le docteur, encore un personnage important de ce début de saga. Le scientifique, à la physionomie très caractéristique et vêtu de sa blouse blanche, démontre un certain intérêt pour les ondes cérébrales de Tetsuo, qui est d'ailleurs attendu pour de nouvelles analyses. Mais Tetsuo est plongé dans une autre ambiance, à la vélocité exacerbante, au cadrage à même le sol, avec un Kaneda accompagné et déjanté, alors que lui a l'air de s'embourber dans une silencieuse et préoccupante solitude. Dans les avenues de Néo-Tokyo, les motos semblent se diluer dans un embrasement urbain et psychédélique. Mais quand rentrent en scène les forces de l'ordre, sur 3 planches consécutives, Otomo noircit les cases de 1000 lignes concentriques, rendant les acteurs du moment totalement surexposés. La vitesse et la tension sont à son maximum, ça fonce dans tous les coins, en plongée, en contre-plongée, l'enchaînement est d'une fluidité enivrante, et tout semble se paralyser lorsque les clowns prennent en charge Tetsuo. On sent la tension au travers de son regard inquiet, on sent la vitesse au travers des phares virevoltants. Tout est fluide, mais tout paraît immobile. Des arrêts sur image que Katsuhiro maîtrise à la perfection, conférant à sa narration une beauté unique et singulière, telle la chute de Tetsuo, d'une brutalité évidente, mais parfaitement esthétisée par cette sclérose quasi chorégraphique, comme si Otomo avait su saisir l'instant précis. Le règlement de compte des clowns sur Tetsuo va s'étaler sur une dizaine de cases, alternant en scène statique et en mouvance, jusqu'à l'arrivée magistrale de Kaneda, qui nous révèle ici toute sa fougue et son obstination. Tetsuo se relève dans une image dense et froide, le visage égratigné, le regard tenace. Il commence à tabasser Chip, un clown restant dans les parages, avec une certaine violence. D'ailleurs, cette scène est la première scène véritablement violente du manga. Tetsuo s'acharne avec bestialité, sans contrôle aucun, jusqu'à ce que Kaneda le somme d'arrêter. Regard électrique entre les deux ados, Otomo confectionne 2 portraits d'une grande clarté et précision, pour nous présenter ce face-à-face. Voilà 3 mois qu'Akira a vu le jour. L'épisode 7, narrant ce face-à-face, est sorti le 21 mars 1983 dans Young Magazine. À ce niveau d'élaboration, Otomo a acquis sa maturité graphique. Ses personnages principaux et le décor sont plantés. Tout se concentre essentiellement sur l'intrigue. La relation entre les protagonistes reste très vague pour le moment. Mais ce face-à-face entre Kaneda et Tetsuo est d'une importance capitale. Il est impératif de ne pas l'oublier. Car Akira raconte l'histoire d'une amitié que rien ne pourra abolir. Donc, à ce stade narratif, 3 mois après le lancement du récit, je pense que Katsuhiro était conscient qu'il s'était embringué dans une aventure qui allait durer longtemps, très longtemps, et qu'il allait devoir pleinement l'assumer. Ce face-à-face n'est pas anodin. La puissance qui s'extirpe de ces 2 visages est une marque flagrante de l'apothéose à venir. Le lendemain, de nouveau plongé dans la candeur zénithale de l'école, le colonel vient chercher personnellement Tetsuo afin de poursuivre ses analyses. Noyé dans une cantine effervescente et radoteuse, ce dernier paraît bien seul, surtout suite aux événements de la veille. Kaneda baratine l'infirmière et se retrouve alors face aux militaires. Il s'échappe sous la stupeur de Tetsuo par un saut magistral au travers de la fenêtre. Là aussi, cette éjection brutale et stylée marque la fin de l'internat. Nous ne verrons plus ce lieu par la suite. En s'enfuyant à plein moteur, Kaneda ne doit pas être au courant qu'il n'y mettra plus les pieds. Par contre, Otomo, lui, en est conscient. Il est conscient que son récit initial, celui de narrer l'histoire d'une bande de gosses, a pris une toute autre tournure. Décidément, cet épisode 7 est d'une acuité rare. Le soir venu, soumis à la douce ferveur de Néo-Tokyo, Ryu discute avec Nezu, nouveau personnage qui aura son importance dans cette première partie de saga. On ne sait pas encore très bien qui il est, même si son visage sénile empeste la félonie. Il semble très informé. Il est au courant que l'armée cherche la capsule perdue l'autre jour par Takashi, et ordonne donc à Ryu de retrouver Kaneda au plus vite. Kaneda, d'ailleurs, sur sa moto, arpente les boulevards périphériques de la ville, pendant que le colonel, toujours surexcité, est rejoint par le docteur pour un bilan sur Tetsuo.
Ils sont alors spectateurs d'une explosion provenant du site olympique. Sur les lieux de l'incident, on voit Kay s'enfuir. Kaneda lui fait face. Ce dernier, fardé de son éternel petit sourire, démontre un certain orgueil à se trouver au bon endroit et au bon moment. Kay, rejoint par ses coéquipiers, lui demande de déguerpir. Mais, étant témoin de l'acte criminel, ils finissent finalement par l'embarquer et s'enfoncent alors dans les égouts. Première intrusion en ces lieux tant chéris par Otomo. Changement de plan, changement d'ambiance, nous nous retrouvons au laboratoire où Tetsuo est soumis à des analyses, voire même des expérimentations. La case, d'une clarté médicale, où il se trouve allongé sur cette sorte de lit à rotor me fait fortement penser à une scène de Fireball. Noyé dans une pièce en total contre-jour, le docteur s'entretient avec le colonel, lui fait part des premiers résultats. La profondeur de champ générée par cet éclairage contrasté fait du militaire un personnage radicalement délayé dans ses songes. Il ordonne aux scientifiques de passer en vitesse supérieure. Dans la planque, Kaneda est surveillé par l'un des terroristes. Un brouhaha venant de l'extérieur annonce l'arrivée de Ryu. Décidément, cela ne pouvait pas mieux tomber pour lui. Il devait mettre la main sur Kaneda, il lui est offert sur un plateau. Leur discussion va s'étaler sur une vingtaine de cases, parfaitement découpées, droites et précises, se centrant sur les mimiques faciales de chacun, dévoilant ainsi leurs traits de caractère. La quantité de mégots présents dans le cendrier est une magnifique allégorie au temps qui passe, lentement mais sûrement. C'est aussi une preuve de l'incroyable patience de Ryu. À la recherche de ce fameux comprimé, Kaneda, décidément très talentueux dans sa comédie, ne cessera de lui rabâcher qu'il l'a perdu. Ryu lui révèle alors qu'ils font partie d'une organisation antigouvernementale. Mais le jeune n'est pas plus surpris que ça, indéfiniment baigné dans son innocence, inquiet pour sa moto laissée près du site olympique. Au laboratoire, Tetsuo est toujours inerte et allongé. Le doc ordonne de passer au niveau 10. À ce stade de l'intrigue, on sent bien qu'ils expérimentent quelque chose sur Tetsuo, mais cela reste encore confus, et surtout, on ignore le pourquoi. Le colonel, quant à lui, demande plus de vigilance, car ce que complote l'armée en secret commence à être médiatisé. Il se rend ensuite dans une nurserie, endroit vaste et clair où déambulent des mutants. Takashi est accroupi face à un circuit de train. Il semble très affecté. Son visage paraît ici enfantin. Il souhaite regarder la télé, mais le militaire lui interdit toute image violente. Ce dernier se dirige vers un lit où se trouve Masaru, blotti dans son fauteuil. Et nous faisons alors la connaissance de Kyoko. Sa main droite, agrippant une poupée, ne peut nous révéler son numéro 25. En revanche, sur sa main gauche, on y remarque une alliance. Le visage de Kyoko est profondément ridé. Elle fait beaucoup plus vieille. Son état de santé ne doit pas être des meilleurs, vu qu'elle est sous perfusion. Elle raconte son rêve au colonel. Akira va bientôt se réveiller. Stupeur du militaire. La case suivante, intensément chargée et tramée, arrive là aussi à nous dévoiler, d'une manière habile, toute la solitude, le désarroi, la confusion, l'effondrement et tout le silence qui devait secouer la tête du colonel à cet instant précis. Un contraste évident avec sa figure écarlate, transpirante, convulsée par le stress, où il ordonnera de mettre en place l'alerte rouge. Dans la planque, Kay présente son dortoir à Kaneda et ressort en l'enfermant à clé. Cri de frayeur. Il défonce la porte. Face au jeune, un Kaneda en flammes, le visage rongé par la peur, murmurant d'une voix saccadée « Akira !» puis disparaît. Sur la page suivante, nous voyons Tetsuo sur son lit d'hôpital, en pleine crise, dégoulinant de sueur. L'épisode 8 s'arrête là. C'est un épisode très sombre, où on sent que tout s'accélère. L'entité Akira se fait de plus en plus présente et pesante. Les desseins de l'armée semblent plus intelligibles. Le mystère initial, ou devrais-je dire, l'incompréhension initiale, s'évapore petit à petit. Ces 3 dernières planches ne font que confirmer ce qu'avait laissé entrevoir le chapitre antérieur. Ce récit s'est converti en saga et est parti pour durer. Il est évident que ce Kaneda en flammes, c'est Tetsuo qui en est la cause. C'est lui qui l'a généré. Je ne pense pas que ce fût volontaire de sa part. Il devait dormir après ses analyses et a dû faire un rêve, ce qui a déclenché cette vision qui, si on en croit Kay plus loin, est parfaitement tangible. Ensuite, ce Kaneda en flammes, c'est une image que l'on va revoir, pas seulement comme une illusion, mais comme une situation réelle et concrète. Tetsuo, par cette soudaine crise, démontre une certaine capacité
à se projeter dans le futur. Il est conscient du futur de Neo-Tokyo, du futur de Kaneda. Décidément, la relation qui lie ces deux adolescents est bien plus qu'amicale. Cette dernière scène, donc, montre sans difficulté qu'à partir de maintenant, Otomo doit avoir une vision très ample de son œuvre. Il doit même sûrement en connaître la fin. L'épisode 9 commence sur la vue plongeante d'un conseil extraordinaire. Le colonel exige une levée de fonds pour faire face au réveil imminent d'Akira. Dans l'assistance, c'est la cacophonie. Beaucoup sont exaspérés par ces dépenses injustifiées depuis plus de 30 ans sur une nurserie et un programme totalement incompréhensible. Dans cette effervescence, ma foi, fort politique, on y remarque un siège vide qui pourrait bien être celui de Nezu. Mais l'asseoir ici même et à ce moment précis du récit aurait dénudé tout le mystère que doit dégager ce personnage. Le colonel, lui, est sans appel. Si les fonds pour le projet Akira sont bloqués, ce seront des milliers de victimes et une ville entière à reconstruire. Le militaire démontre une connaissance de la situation qui dépasse toute celle des autres politiciens. Il gère la sécurité de sa nation avec un mysticisme qui le rend finalement peu crédible. Mais son sens des responsabilités saura lui donner raison. Kei discute avec Ryu sur la fameuse apparition de la veille. Elle confirme sa tangibilité. Ça ressemblait à l'énergie de Takashi, mais différente, affirmera-t-elle. Décidément, dès le début, Kei fait preuve d'un certain don de perception. Elle a une aptitude mentale qui ne lui semble pas indifférente, ni à elle, ni à Ryu. À l'hôpital militaire, Tetsuo se plaint de son mal de crâne. Ça passera, lui garantit le docteur. Dans la planque des terroristes, qui est en fait un local à billard, pas mal de monde taquine de la boule. L'ambiance est posée et conviviale. Le cadrage cinématographique nous donne l'impression d'être dans une salle obscure. Au comptoir, un inhabitué du coin sirote un verre. Il observe et attire l'attention. Soudain, l'armée fait une entrée fracassante, toujours à contre-plongée pour majestifier son intervention. Dans le feu de l'action, elle commence même à faire parler les mitraillettes, déchiquetant un collègue de Ryu, qui parvient, lui, à s'enfuir. Les soldats prennent vite le contrôle des lieux. L'inhabitué est en fait un espion ou un agent secret. Il a une photo de Kaneda sur lui. C'est ce dernier qui est convoité. Ici, on comprend parfaitement que la recherche du comprimé par le colonel reste l'une de ses priorités, mais tout semble bien exagéré. Quelle est l'importance de cette pilule pour générer une telle intervention? Pour pousser à exécuter le premier qui bouge. Soit, cette dernière contient des substances illégales et interdites. Par effet domino, cela pourrait causer préjudice à certains ministères ou grandes corporations. Pourquoi pas révéler des histoires de corruption? Mais bref, et je me répète, tout semble démesuré, disproportionné, extravagant, surtout lorsqu'on sait comment cette même pilule va disparaître. Maintenant, cela permet au moins de sentir toute la tension qui s'est soudainement emparée du récit. Ryu retrouve Kei, lui donne son Hudson, sous le regard jouissif de Kaneda. Là aussi, une réaction étrange de ce dernier, vu que, quelques jours auparavant, il pointait une telle arme sur le crâne de numéro 26. Bref, les deux jeunes s'enfuient par les égouts, leur seule issue, et parviennent à s'en sortir avec un visage carrément loufoque de Kaneda. Une planche, d'une candeur déconcertante, parfaitement aseptisée, montre Tetsuo qui s'échappe de sa chambre sous l'interrogation manifeste du médecin de garde. La page suivante, elle, est totalement sombre, ventilée par une bise nocturne. Tetsuo est alors sur la tour de l'hôpital, supplantant Neo-Tokyo et ses néons. Son visage est à la fois vide et turgescent. Il semble surpris, submergé dans l'incompréhension. Il est conscient de son pouvoir, mais a du mal à réaliser ce que cela signifie. Tetsuo s'incorpore tout doucement. On le retrouve ensuite, noyé dans la pénombre d'une ruelle, dominé par des buildings en arrière-plan, titubant, perdu, peut-être souffrant. Une bande de motards passe à ses côtés. Les clowns, qui s'arrêtent, l'observent, étonnés. Mais la vue d'une paire de lunettes sur un sol recouvert de sang nous replace très vite dans les halls de l'hôpital. Je trouve ce plan sublime, et en le revoyant, je ne peux m'empêcher de penser au binocle de Miyako. Mais nous y reviendrons bien plus tard. Face à un corps déchiqueté, le colonel et le docteur contemplent, dans l'insensibilité la plus incroyable, le résultat de leur expérimentation. Le scientifique est impressionné par cette montée en puissance rapide de Tetsuo. Il faut lui attribuer un numéro. Ce sera le 41. Tetsuo fait donc maintenant partie de ce projet secret.
il est devenu, au même titre que Masaru, Takashi, Kyoko et sûrement Akira, un objet d'étude, un produit réfléchi et élaboré par l'armée et la science. Tetsuo se retrouve d'ailleurs face au clown, face à Chip, ce même sur lequel ils étaient acharnés bien des nuits auparavant, et Chip compte bien prendre sa revanche, équipé de son gourdin fait maison. Voilà donc pour cette première vidéo, consacrée donc à l'analyse du manga Akira de Katsuhiro Otomo. En tout, je ferai donc 12 vidéos, 2 pour chaque tome du manga qui sont sortis chez la Kodansha. J'espère très rapidement sortir le deuxième volet. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire, ça fera plaisir. Je vais créer une playlist qui sera dédiée donc à cette longue analyse. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pourrez vous abonner à cette playlist afin de ne pas rater les prochains épisodes. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.